Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, je ne m'attendais à rien d'inhabituel. Je déposais juste un autre chèque pour leur hypothèque, comme je l'avais fait tous les mois depuis 8 ans. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, le monde que je croyais connaître s'est effondré. La voiture de ma fiancée Émilie était garée dehors, et à l'intérieur, elle était assise sur le canapé, tenant la main de mon jeune frère Kevin. Pendant une seconde, aucun d'eux ne m'a remarqué. Puis les clés m'ont glissé des mains et ont heurté le sol, résonnant dans le silence. Émilie s'est figée, Kevin est devenu pâle, et ma mère est sortie de la cuisine, son visage déjà plein de culpabilité. À cet instant, j'ai réalisé la vérité, tous ceux que j'aimais m'avaient trahi. Je m'appelle David, j'ai 34 ans et je travaille comme analyste de données à Seattle. Je gagne bien ma vie, j'ai ma propre maison et jusqu'à il y a 1 an, je pensais que ma vie se déroulait sans heurts. J'étais fiancé à Émilie, une femme que j'ai rencontrée il y a 5 ans lors d'une conférence. Elle était amusante, charismatique et me donnait l'impression que tout était possible. Nous allions nous marier dans une ferme en dehors de la ville, mais tout s'est effondré quand j'ai découvert qu'elle me trompait avec mon jeune frère, Kevin, et que mes parents, Robert et Brenda, le savaient et ne m'ont rien dit. Pendant 8 ans, j'avais payé l'hypothèque de la maison de mes parents. Ils avaient eu une crise financière quand mon père a perdu son emploi et comme j'avais un bon salaire, j'ai proposé de les aider. Au total, c'était 170 000 $. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait parce que c'était ma famille. Je pensais qu'ils feraient la même chose pour moi. Quelle naïveté! Kevin, mon frère de 28 ans, a toujours été mon opposé. J'étais le responsable, celui qui avait toujours tout sous contrôle. Lui, en revanche, sautait d'un emploi temporaire à un autre sans direction claire. Mes parents l'ont toujours défendu, disant qu'il trouverait sa voie. Cela ne m'a jamais trop dérangé, mais parfois, cela me frustrait qu'il n'essaie pas plus. Pourtant, nous étions proches, ou du moins c'est ce que je pensais. Le premier signe que quelque chose n'allait pas, c'était à l'anniversaire de ma mère, environ 6 mois avant le mariage. Nous étions chez eux en train de dîner ensemble. Émilie était à côté de moi, riant comme toujours, mais Kevin était étrange, silencieux. Normalement, il était l'âme de la fête, racontant des histoires exagérées. Ce soir-là, il a à peine parlé et a évité le contact visuel quand Émilie a dit quelque chose. J'ai pensé qu'il était contrarié par un problème au travail. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les mois ont passé et Émilie a commencé à agir bizarrement. Elle était distante, toujours sur son téléphone, et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle disait que c'était le stress du mariage. Je l'ai cru parce que planifier un mariage est un désordre, mais quelque chose ne collait pas. Un soir, après une longue journée au bureau, j'ai décidé de passer chez mes parents pour déposer un chèque pour l'hypothèque. Je n'ai pas appelé à l'avance parce que je ne le faisais jamais. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture d'Émilie dans l'allée. Cela semblait étrange car elle ne m'avait pas dit qu'elle serait là. J'ai pensé qu'elle rendait peut-être visite à ma mère, car elle s'entendait bien. Je suis entré sans faire de bruit, espérant les surprendre. Ce que j'ai vu m'a laissé figé. Émilie et Kevin étaient sur le canapé, trop proches, se tenant la main. Ils ne m'ont pas vu jusqu'à ce que mes clés tombent au sol. Émilie a sursauté avec un regard paniqué tandis que Kevin balbutiait quelque chose d'insensé. Ma mère est sortie de la cuisine quand elle m'a entendu et mon père est apparu derrière elle avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en essayant de rester calme, bien que je sentisse que ma poitrine allait exploser. « David, ce n'est pas ce que tu penses, » a dit Émilie, mais sa voix tremblait. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé en regardant Kevin. Il n'a pas répondu. Ma mère a essayé d'intervenir. « David, assieds-toi. Parlons. »« Depuis combien de temps ?» ai-je répété, plus fort. « 6 mois, » a marmonné Kevin sans me regarder. « 6 mois. » Pendant que je planifiais mon mariage avec Émilie, pendant que je payais l'hypothèque de la maison où ils étaient assis, ma fiancée et mon frère me trahissaient. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de réaliser que mes parents le savaient. Leur visage ne montrait aucune surprise, seulement de la culpabilité. « Vous le saviez ?» ai-je demandé, sentant le sol bouger. Mon père a essayé de parler. « David, nous ne voulions pas te faire de mal. Nous pensions qu'il valait mieux attendre. » « Attendre quoi ? Que je me marie avec quelqu'un qui me trompait avec mon frère ?» ai-je crié. Personne n'a rien dit. Émilie a commencé à pleurer, mais je ne ressentais rien pour elle, seulement de la rage et une tristesse que je ne pouvais pas traiter. J'ai pris mes clés et je suis parti. Je n'ai pas dit un mot de plus. Ce soir-là, dans mon appartement, je me suis assis avec une bière et j'ai essayé de comprendre comment tout s'était effondré. Je me sentais stupide. Les signes étaient là. Kevin agissant bizarrement, Émilie distante, mes parents évitant le sujet du mariage quand nous étions tous ensemble. Mais j'étais si occupé par mon travail et à maintenir ma famille à flot que je ne l'ai pas vu.
Les jours suivants ont été un enfer. Émilie m'a envoyé des messages et des emails, mais je n'ai pas répondu. Kevin m'a appelé une fois et j'ai raccroché dès que j'ai entendu sa voix. Mes parents ont aussi essayé de me contacter, mais je ne voulais pas les écouter. Chaque fois que je pensais à eux, je voyais leur visage ce soir-là, sachant tout et gardant le silence. J'ai décidé de couper tout contact. J'ai changé de numéro, bloqué leurs emails et cessé d'aller à la maison familiale. Mais il y avait autre chose que je devais décider, l'hypothèque. Pendant 8 ans, j'avais payé tous les mois sans faute, sacrifiant des choses pour moi-même, tout cela pour que mes parents ne perdent pas leur maison. Mais maintenant, sachant qu'ils m'avaient trahi, je ne pouvais pas continuer. J'ai appelé la banque et j'ai annulé les paiements automatiques. Je n'ai rien dit à mes parents, je ne leur devais rien. Quelques mois ont passé et j'ai reçu une invitation par la poste. C'était pour le mariage d'Émilie et Kevin à la même ferme que j'avais choisie avec elle. Il y avait une note de mon père, « Nous espérons que tu viendras, mon fils. Nous voulons que tu fasses partie de cette journée. » J'ai déchiré l'invitation en morceaux. Comment osait-il m'inviter comme s'il n'avait pas tout détruit? Mon père a accompagné mon ex-fiancé à l'hôtel lors de son mariage avec mon jeune frère, en disant « Son père n'a pas pu venir. » Mon père n'a pas non plus pu payer son hypothèque après que j'ai arrêté de la payer. Je suis David, j'ai 34 ans et je travaille comme analyste de données à Seattle. Je gagne bien ma vie, j'ai ma propre maison et jusqu'à il y a un an, je pensais que ma vie se déroulait sans heurts. J'étais fiancé à Emily, une femme que j'ai rencontrée il y a 5 ans lors d'une conférence. Elle était amusante, charismatique et me donnait l'impression que tout était possible. Nous allions nous marier dans une ferme en dehors de la ville, mais tout s'est effondré quand un ami, Brian, m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Au mariage, mon père allait accompagner Emily à l'hôtel. Le père d'Emily était en bonne santé, mais mon père a accepté de prendre sa place, disant que c'était un honneur. Il allait faire un discours en disant « Le père d'Emily n'a pas pu venir, mais je suis fier d'être ici. » C'était comme s'il voulait me le jeter à la figure. C'en était trop. J'ai vérifié les comptes de mes parents, auxquels j'avais encore accès. L'hypothèque était en retard et la banque avait déjà envoyé des avis de saisie. Sans mes paiements, ils ne pouvaient pas suivre. Une partie de moi se sentait coupable, mais l'autre pensait qu'il devait en payer les conséquences. Les jours suivants ont été étranges. J'avais l'impression de flotter, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Je me suis enfermé dans ma routine, travail, salle de sport, une bière avec des amis. Mais tous les soirs, en arrivant à mon appartement, la rage revenait. Il ne s'agissait pas seulement d'Emily ou de Kevin, il s'agissait de mes parents. Eux, qui parlaient toujours de l'importance de la famille, m'avaient laissé tomber. Savoir que mon père allait accompagner Emily à l'hôtel en disant cette phrase ridicule sur son père me brûlait de l'intérieur. C'était comme s'il voulait effacer ce qu'il m'avait fait, comme si ma douleur n'avait pas d'importance. Je ne suis pas allé au mariage, évidemment. Je ne pouvais pas imaginer être assis là à regarder mon frère épouser mon ex pendant que mon père jouait le fier père. Mais Brian, mon ami qui était invité, m'a tenu au courant. Il m'a dit que le mariage était plus petit que ce qu'Emily et moi avions prévu. La ferme était toujours belle, mais il y avait moins d'invités, moins de fleurs, moins de tout. Il a dit que mon père a fait son discours, mais qu'il semblait forcé, comme s'il essayait de convaincre tout le monde que c'était normal. Emily et Kevin souriaient sur les photos, mais Brian a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans leurs yeux, comme s'ils jouaient un rôle. Pendant ce temps, la banque n'a pas attendu. Les notifications d'hypothèque se sont transformées en un ordre d'expulsion. Mes parents ont perdu la maison où ils vivaient depuis 30 ans. Brian m'a dit qu'ils avaient dû déménager dans un petit appartement avec Kevin et Emily. C'était un 2 pièces exigu dans un vieil immeuble près du centre-ville. Je ne pouvais pas l'imaginer. Mes parents, qui avaient toujours leur maison pleine de souvenirs, maintenant entassés dans un espace où ils pouvaient à peine tenir. Une partie de moi se sentait mal, mais ensuite je me suis souvenu de cette nuit dans leur salon où ils ne m'ont pas défendu, et la culpabilité s'est estompée. Je ne leur ai pas parlé, mais Brian m'a transmis les ragots. Il a dit que la vie ensemble dans l'appartement était un désastre. Emily, qui a toujours été un peu gâtée, se plaignait qu'il n'y avait pas d'espace. Kevin, qui sautait toujours d'un emploi à l'autre, ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de 4 personnes. Mes parents, pris au milieu, essayaient de servir de médiateurs, mais ne faisaient qu'empirer les choses. Ma mère, selon Brian, était déprimée, sa maison lui manquait. Mon père, qui était toujours celui qui gardait son calme, commençait à perdre patience. Il a même crié sur Kevin devant Emily une fois pour qu'il prenne ses responsabilités pour une fois. Cela m'a surpris car mon père n'élevait jamais la voix. Moi, pendant ce temps, je continuais ma vie. J'ai commencé à sortir plus, à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai même eu quelques rendez-vous, bien que rien de sérieux. Je suis allé en thérapie,
ce qui m'a un peu aidé. Mon thérapeute m'a dit que je traitais la trahison et que j'avais besoin de temps, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de réaliser que ce n'était pas de ma faute. J'avais tout donné pour ma famille, du temps, de l'argent, des efforts, et ils m'ont payé en retour avec des mensonges. Arrêter les paiements de l'hypothèque n'était pas seulement par colère, c'était parce que j'étais fatigué d'être celui qui portait toujours tout. Un jour, j'ai reçu un email de ma mère. C'était la première fois qu'elle essayait de me contacter depuis que j'avais coupé la communication. Elle disait qu'elle était vraiment désolée, qu'il ne savait pas comment gérer les choses, qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle terminait en me demandant de les aider avec le nouvel appartement, que les choses étaient difficiles. Je l'ai lu, je l'ai supprimé et je n'ai pas répondu. Ce n'était pas mon problème. Plus maintenant. Un mois plus tard, Brian m'a appelé avec des nouvelles fraîches. Il a dit que les choses dans l'appartement avaient empiré. Emily et Kevin étaient sur le point de se séparer. Elle se plaignait que Kevin n'était pas ce à quoi elle s'attendait et que vivre avec mes parents était insupportable. Kevin, de son côté, était stressé à travailler en double service comme livreur pour payer les dettes qui s'accumulaient. Mes parents n'étaient pas d'une grande aide. Ma mère passait ses journées à regarder la télévision et mon père essayait de réparer des choses dans l'appartement qui n'en avait pas besoin, juste pour s'occuper. La partie la plus folle est venue plus tard. Brian m'a dit qu'Emily avait commencé à voir un autre homme, un avocat riche qu'elle avait rencontré lors d'un événement professionnel. Il n'était pas clair si elle était toujours avec Kevin ou si elle l'avait déjà quitté, mais les choses n'allaient pas bien. Kevin, selon Brian, était un désastre. Il avait perdu du poids, avait l'air épuisé. Et une fois, il l'a vu se disputer avec Emily dans la rue, lui criant qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Mes parents, piégés dans cet appartement, n'avaient nulle part où aller. L'idée de ma famille qui s'effondre aurait dû me faire mal, mais je ne ressentais rien, juste une sorte de soulagement froid. J'ai commencé à penser au karma. Je ne suis pas du genre à croire à ces choses-là, mais c'était difficile de ne pas le voir. J'avais tout donné pour eux et ils m'ont trahi. Maintenant, leur décision les rattrapait. Kevin, qui n'a jamais fait d'efforts, était piégé dans un mariage qui s'effondrait. Emily, qui voulait jouer sur les deux tableaux, cherchait une issue facile avec quelqu'un d'autre, et mes parents, qui ont choisi de garder le silence, avaient perdu leur maison et leur stabilité. Moi, en revanche, j'étais libre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais à me soucier de personne d'autre que de moi-même. Un soir, en buvant une bière sur mon balcon, j'ai pensé à ce qui allait suivre. Je savais que ce n'était pas fini. Les choses entre Kevin et Emily ne pouvaient pas durer beaucoup plus longtemps et mes parents n'allaient pas supporter de vivre dans cet appartement pour toujours. Quelque chose allait se briser et je n'allais pas être là pour ramasser les morceaux. Mais une partie de moi, bien que je ne veuille pas l'admettre, attendait toujours de voir comment tout cela se terminerait. Les semaines passèrent et Brian, mon ami, continuait à me raconter comment tout s'effondrait. Un après-midi, alors que nous prenions un café, il me dit qu'Emily avait quitté Kevin. Ce n'était pas une surprise, mais ce qui suivit me laissa sans voix. Emily était fiancée à un riche avocat, un type nommé Mark, qui avait une immense maison dans la banlieue de Seattle. Selon Brian, elle était enceinte. Et bien que personne ne sache si le bébé était de Kevin ou de Mark, Emily agissait comme si sa vie avec mon frère n'avait jamais existé. Elle publiait des photos sur Instagram dans des robes chères, souriant à côté de Mark comme si tout était parfait. Kevin, en revanche, était au plus bas. Brian l'a vu un soir dans un bar seul, avec un regard perdu et une bière tiède à la main. Il avait perdu son travail de livreur après avoir accidenté sa moto. Sans revenu, les dettes le submergeaient. L'appartement où il vivait avec mes parents était un désastre. Mes parents, qui dépendaient de lui, n'aidaient pas. Ma mère passait ses journées à pleurer, regrettant la maison qu'ils avaient perdue. Mon père, qui était toujours le plus fort, commençait à craquer. Brian m'a dit qu'il les avait entendus une fois se disputer avec Kevin, mon père lui criant que c'était de sa faute pour n'avoir rien dit quand l'affaire avec David s'est produite. Cette phrase m'a frappé. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait qu'il m'avait trahi. Moi, pendant ce temps, je continuais d'avancer. Mon travail d'analyste de données se portait bien. J'ai obtenu une promotion accompagnée d'une belle augmentation. J'ai commencé à sortir avec une fille, Sarah, que j'ai rencontrée dans un cours de cuisine. Ce n'était rien de sérieux, mais elle me faisait rire, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. La thérapie a également aidé. Mon thérapeute a dit que je reconstruisais ma confiance et bien que cela semble cliché, c'était vrai. Chaque jour, je me sentais un peu plus libre, comme si le poids de ma famille s'estompait. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était mon père. Je ne sais pas comment il a obtenu mon nouveau numéro, mais sa voix semblait épuisée, comme s'il avait vieilli de 10 ans. « David, s'il te plaît, nous devons parler », a-t-il dit. Il m'a dit que les choses allaient mal. Kevin était dévasté.
Émilie les avait abandonnés et il ne savait pas comment s'en sortir. Il m'a demandé de nous rencontrer, que lui et ma mère voulaient s'excuser. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit avec une voix plus froide que je ne l'aurais cru. Vous avez choisi votre camp quand vous avez accompagné Émilie à l'hôtel. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Cet appel m'a laissé pensif, non pas à l'idée de les aider, mais à la façon dont ils en étaient arrivés là. Mes parents, qui parlaient toujours de loyauté, m'avaient tourné le dos. Kevin, qui n'a jamais rien pris au sérieux, en payait le prix. Et Émilie, qui voulait jouer avec tout le monde, avait sauté dans une nouvelle vie sans regarder en arrière. Quelques mois plus tard, Brian m'a donné d'autres nouvelles. Kevin et mes parents avaient été expulsés de l'appartement. Ils ne pouvaient pas payer le loyer, alors ils ont fini dans un motel bon marché en périphérie. Kevin parlait d'aller à Portland pour recommencer, mais sans argent et avec des dettes, c'était plus un souhait qu'un plan. Mes parents vivaient de faveur, mangeant ce que certains voisins leur donnaient. Ma mère, selon Brian, était en profonde dépression et mon père avait trouvé un travail à temps partiel dans une station-service à 60 ans pour payer le motel. Une fois, Brian les a vus se disputer dehors, mon père criant à ma mère que tout cela était à cause de ses décisions. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'imaginais qu'il parlait de ne pas m'avoir dit la vérité quand ils auraient pu le faire. Émilie, pendant ce temps, semblait vivre le rêve. Brian l'a vue dans un restaurant cher avec Marc, portant une bague de fiançailles qui brillait de loin. Elle était enceinte, avec un ventre bien visible, et semblait heureuse. Mais Brian, qui remarque toujours tout, a dit que son sourire semblait faux, comme si elle jouait un rôle. Je m'en fichais. Émilie avait choisi sa voie et si c'était un mensonge, elle pouvait s'en occuper. Un soir, en dînant avec Sarah, Brian m'a envoyé une photo de Kevin. Il était assis dans un parc avec des vêtements froissés et un regard vide. Je l'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il peut tenir, disait le message. J'ai regardé la photo une seconde et je l'ai supprimée. Je ne ressentais pas de pitié, mais je ne ressentais pas non plus de satisfaction. Kevin avait été mon frère, celui qui me suivait partout quand nous étions enfants. Mais ce Kevin n'existait plus. Celui de la photo était quelqu'un qui avait choisi de me trahir. Dans un moment de curiosité, j'ai consulté l'Instagram d'Émilie. Ces photos n'étaient que luxe, voyage, dîner cher, elle posant avec Marc. Mais parmi les commentaires, j'en ai vu un d'un compte anonyme qui disait « Comment dors-tu en sachant ce que tu as fait à David ?» Je ne sais pas qui l'a écrit, mais cela m'a fait sourire. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que quelqu'un connaissait la vérité. Un après-midi, en me promenant en ville, j'ai vu mon père de loin. Il était à la station-service en train de nettoyer un pare-brise avec un vieux t-shirt. Il semblait courbé, comme si le poids de tout l'avait écrasé. Pendant un instant, j'ai pensé à m'approcher, mais je me suis souvenu de son discours au mariage disant qu'il était fier d'accompagner Émilie à l'hôtel. Je me suis souvenu de son silence cette nuit-là dans le salon. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Des mois plus tard, Brian m'a donné les dernières nouvelles. Kevin avait quitté Seattle. Personne ne savait où, mais on disait qu'il était dans un refuge à Portland à la recherche de travail. Mes parents étaient toujours dans le motel, vivant du peu que mon père gagnait. Émilie et Marc se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse et elle a eu une petite fille peu de temps après. Mais Brian a entendu dire que Marc commençait à douter que le bébé soit de lui. Je m'en fichais, qu'ils règlent leur drame. J'étais en paix. Ce n'était pas un bonheur parfait, mais c'était une meilleure liberté. J'ai arrêté de porter ma famille. Sarah et moi sortons toujours ensemble et bien que je ne sache pas où cela nous mènera, j'aime ce que je ressens. Mon travail se porte mieux que jamais et je prévois un voyage en Europe, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ma vie est à nouveau la mienne et je n'ai pas l'intention de regarder en arrière. Parfois, je pense à eux. À Kevin, perdu quelque part, payant pour ses erreurs. À mes parents, piégés dans un motel regrettant ce qu'ils ont perdu. À Émilie, vivant une vie qui semble parfaite, mais qui au fond doit se sentir vide. Je ne ressens ni haine ni pitié. Chacun a choisi sa voie et j'ai choisi la mienne, et je suis sûr que c'est la bonne.